Et bonjour à toutes et tous. Peut-être répondre de manière très directe aux interpellations qui ont été les miennes plutôt que de prononcer un discours qui aurait, je dirais, un caractère trop abstrait, parce que j'ai noté ce qui m'a été justement dit et proposé. Je veux d'abord vous remercier pour cette invitation. Et au fond, je suis en train de clôturer ce cheminement qui a été fait pendant le temps du débat et qui a commencé avec plusieurs ministres qui m'accompagnent depuis le début le 15 janvier dernier et qui se terminera demain en Corse. Et je le quasi-clôture avec vous dans un exercice un peu particulier, puisque là, c'est si je puis dire, la substantifique moelle de vos réflexions qui est livrée et un travail qui a été conduit pendant 2 mois sur ces 500 questionnaires, comme vous l'avez dit, comme, cher Président, vous venez de le dire. Et donc, merci infiniment pour cet engagement qui a été le vôtre et le travail qui a été le vôtre durant toutes ces semaines. Alors c'est, je dirais, pour moi doublement particulier d'être là. D'abord parce que, comme vous le savez, je suis particulièrement attaché à cette terre. Je veux remercier le Président de l'Assemblée nationale qui n'oublie pas non plus son ancrage d'être parmi nous. Et je veux excuser un autre grand breton, Jean-Yves Le Drian, qui m'a écrit un petit message ce matin, mais il est retenu aux États-Unis entre New York et Washington, sinon vous pouvez être sûr qu'il aurait été parmi nous également. Ce qui vient illustrer, Président, ce que vous venez de nous dire, le breton est voyageur, mais même à l'autre bout du monde, il pense toujours à sa Bretagne. Je peux en témoigner. Et ce merci que je veux vous adresser ce matin, c'est aussi celui que je voudrais, par votre truchement, adresser à l'ensemble de nos concitoyens. Parce que ce que nous avons fait tous ensemble, depuis janvier dernier, ça a été une implication de tous et toutes. Il y a environ 1,5 million de Françaises et de Français qui ont activement contribué au grand débat et qui ont donc décidé de donner de leur temps, de leur réflexion, de participer à ce travail collectif, et énormément d'élus, en particulier les maires, mais de parlementaires, de conseillers départementaux régionaux qui ont également donné de leur temps. Et donc je veux vraiment aujourd'hui à la fois vous remercier et les remercier pour cet engagement et pour que nous ne sous-estimions pas ce que nous sommes en train de faire. Tout ça est né d'une crise, d'un mouvement de colère qui est aujourd'hui devenu, à bien des égards, un mouvement de violence auquel, je tiens à le dire, je ne céderai rien, et l'ordre public sera maintenu, mais il a permis de faire émerger une expérience démocratique complètement inédite. Et inédite dans toutes les démocraties occidentales quand nous les regardons. Et à cet égard, je suis fier de notre pays pour cette capacité à avoir irrigué partout le débat, les propositions. Et donc c'est une immense responsabilité maintenant pour nous tous et pour moi au premier chef, qui va être d'y répondre et donc de prendre les décisions qui vont avec. Et de le faire avec, je dirais, la conviction que ça ne peut être ni un reniement de ce qui a été fait pendant 2 ans, ça n'aurait pas de sens. Ça n'est pas choisi un programme, des projets, et puis au bout de 2 ans, on abandonne tout parce qu'il y a en quelque sorte une colère, ni un entêtement, parce qu'il y a aussi des messages qui sont envoyés, des demandes claires qui n'ont peut-être pas toujours été entendues jusque-là et qui supposent d'apporter une nouvelle réponse. Et donc le temps dans lequel nous entrons est pour moi celui de la redéfinition du projet national et européen, c'est-à-dire d'une capacité aussi à revisiter des choses dont nous n'avons pas discuté dans le débat public au moment des élections présidentielles, qui parfois étaient enfouies depuis très longtemps et qui doivent nous conduire à redéplier, et d'ailleurs dans vos propositions il y a beaucoup de cela, des choses auxquelles nous nous étions habitués. Et d'aller peut-être parfois au-delà des symptômes simplement exprimés ou des demandes sur tel ou tel sujet pour voir ce qu'il y a derrière et essayer d'y apporter une réponse plus profonde. Et moi je n'oublierai pas les maires qui, comme vous aujourd'hui, m'ont sollicité, m'ont dit leur impatience, parfois leur découragement, leur volonté de simplicité, de proximité, pas plus que je n'oublierai les interpellations que j'ai pu recevoir dans les milliers d'échanges que j'ai eus de celui ou celle qui travaille chaque jour mais considère qu'il ne peut plus vivre de son travail dignement, qu'il soit agriculteur, artisan ou salarié, des femmes seules élevant leurs enfants et n'arrivant plus à s'en sortir, qui, je crois, sont une vraie émergence démocratique
de ce moment, parce qu'on ne les voyait pas, et elles sont apparues au rond-point ou justement lors de ces débats. Des agriculteurs, vous en avez parlé, j'y reviendrai, qui veulent eux aussi vivre dignement de leur travail, de nos retraités qui ont exprimé une angoisse, et pas simplement une angoisse monétaire pour eux-mêmes, mais une angoisse pour ce qu'ils vont devenir lorsqu'ils seront dépendants, l'angoisse de ceux qui ont à la fois assumé les parents et les enfants dans un monde qui se transforme. Et au fond, on pourrait regarder le débat que nous venons de vivre comme une série, une addition de demandes catégorielles ou individuelles. J'ai la conviction profonde que si on fait ça, on se trompe. Mais il faut y voir, au fond, une incapacité qu'on a sans doute depuis plusieurs décennies à articuler un projet collectif face aux grands changements en cours. Il y a un changement du travail qui s'opère depuis des décennies. On ne travaille plus de la même manière. On ne passe plus toute sa vie dans la même entreprise, avec les mêmes collègues, parce qu'on n'a plus aussi la même vie familiale. Et cette transformation du travail et de la famille ont conduit à des situations nouvelles, des carrières fracturées, des vies parfois seules, où les enfants sont partagés. Et donc, des contraintes qui sont monétaires et de vie totalement neuves, et on n'a pas adapté notre système à ça. On vit une transition numérique qui est pleine d'opportunités, mais qui est pleine d'angoisse, avec des idées, je y reviendrai, auxquelles j'adhère. Mais on l'a abordé avec l'organisation collective qui allait avec une société de rattrapage, si je puis dire, celle qu'on a construite après-guerre, de cycles longs, industriels. On a une transition démographique qui porte en elle plein d'angoisses. Depuis quelques années, on a les naissances qui baissent. C'est ça la principale angoisse du rural. C'est une angoisse démographique, de déprise. Et les ruralités, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, la ruralité triomphante, heureuse, où tout va bien, c'est la ruralité qui attire des habitants. Parce qu'elle est attractive, parce que tout va bien. La ruralité angoissée, c'est la ruralité qui perd des habitants. Parce qu'il y a une déprise économique, mais aussi parce qu'on fait de moins en moins d'enfants dans notre pays, ce qui est un sujet, une vraie préoccupation. Et dans le même temps, nous avons affronté un vieillissement inédit. Et on ne s'y est pas préparé, on n'a rien adapté. On part à peu près aujourd'hui à la retraite au même âge qu'en 1980. Et nous avons aujourd'hui la première génération de retraités qui vit en regardant, parfois en ayant à charge ses parents, qui aide encore ses enfants et ses petits-enfants. Et c'est la première fois qu'on a autant de générations qui cohabitent, avec une angoisse qui se concentre sur nos retraités, en particulier nos jeunes retraités. Comment, avec une retraite à 1100 ou 1200 euros, je vais me payer la maison de retraite qui est à 1800 ou 2000 ? Comment j'aide mes parents ? Et avec des classes moyennes de retraités qui sont mises face à un inconnu. Parce qu'on a construit des politiques de solidarité pour les plus modestes, et c'est très bien. Parce que les plus aisés arrivent à sortir. Et puis on a cette transition climatique, et vous l'avez dit aussi à plusieurs reprises, dont nous sommes de plus en plus conscients, mais nous sommes, si je puis dire, au pire moment anthropologique de cette transition. C'est-à-dire, nous sommes beaucoup plus conscients qu'il y a même 5 ou 6 ans, mais les choses ne changent pas assez vite et nous avons les erreurs du passé à porter et les transitions à accélérer. Une jeunesse qui a raison d'être impatiente avec nous, mais aussi beaucoup de gens qui sont inquiets des conséquences du réchauffement, mais inquiets des changements que ça va produire dans leur vie, soit les conséquences, soit ce qu'on leur demande de bouger, pour émettre moins de CO2, pour se déplacer différemment, s'organiser différemment. Ce que je veux vous faire toucher du doigt par ce propos, avant de répondre à vos questions, c'est qu'à mes yeux, beaucoup des sujets qui ont été évoqués par nos concitoyens durant ce débat ne sont pas simplement des demandes catégorielles et donc n'appellent pas une liste de réponses, ou d'ailleurs, généralement, ce qu'on attend, c'est que l'État donne quelque chose sans qu'on sache qu'il finance. C'est nous tous. Et donc les baisses d'impôts des uns, les accompagnements, l'investissement qu'on ferait plus sur telle ou telle politique, vous le savez bien, vous qui avez aussi à gérer cela, ça veut dire qu'on va le prendre ailleurs. Non, je crois que c'est notre capacité face à ces grandes transitions et ces angoisses contemporaines, parfois face à un individualisme de fait auquel on a renvoyé chacune et chacun, de pouvoir réarticuler un vrai projet national et européen pour dire comment on répond
à ces grands sujets. Je pense que c'est ça ce qui est devant nous. En tout cas, c'est comme ça que je prends la mission maintenant qui m'est assignée, après avoir passé plusieurs dizaines d'heures de débat, avoir entendu, lu, compris. Et donc c'est dans cet esprit-là que je veux aborder les semaines et les mois qui viennent, sans oublier, si je puis dire, la trace, les morsures du quotidien que beaucoup subissent, et en y apportant parfois des réponses concrètes et immédiates, mais en n'étant pas moins ambitieux que cela. Nous avons à rebâtir notre projet pour qu'il y ait les bonnes réponses, la bonne organisation collective et aussi le sens qui permet de répondre à ces défis. Alors, je veux maintenant répondre très concrètement aux interpellations qui ont été les vôtres. Vous m'avez, Président, d'abord interpellé sur une nouvelle étape de la décentralisation, votre volonté d'aller vers plus de différenciation et, au fond, une capacité à expérimenter. D'abord, c'est exactement l'esprit dans lequel j'ai souhaité depuis 2 ans, presque 2 ans, travailler, et dans lequel, tout particulièrement en Bretagne, nous avons avancé. En juin 2018, j'ai prononcé à Quimper un discours où j'ai proposé la première illustration de ce pacte girondin auquel je m'étais engagé, la possibilité de bâtir avec la région et l'ensemble des territoires concernés un projet d'adaptation, d'expérimentation, d'innovation publique sur les sujets de mobilité, de culture, d'éducation, et j'en passe. Il a été signé par le Premier ministre avec le président de la région en février dernier. Et c'est une avancée dont il ne faut négliger aucun des aspects. Je ne voudrais pas, en quelque sorte, que gâteau avalé n'ait plus de saveur. Sur cette matière, il faut voir tout ce qu'on a fait et, au fond, en quoi l'expérience bretonne est au cœur de ce que vous demandez aujourd'hui. Simplement, maintenant, il faut faire. Il ne faut pas toujours vouloir changer de cadre. Il faut qu'on avance sur cette ligne. Sur la mobilité, j'ai bien pris les interpellations sur la N 164 qu'on connaît tous. Pour la première fois, des engagements ont été pris clairs et ils sont tenus. Et à ce stade, les choses avancent au rythme où je m'étais engagé et je peux vous dire que j'y serai extrêmement vigilant. Je sais tous les débats qu'il y a eu. Parfois, il y a eu des résistances, on le sait bien. On les a vaincus pour avoir des résultats, y compris sur ce qui paraissait le plus inattendu. Maintenant, nous allons faire sur cette ligne, dans cet esprit de différenciation et de pacte breton. Ensuite, moi, je souhaite qu'on aille plus loin, c'est la réponse à la fois à votre introduction et votre conclusion, et qu'on puisse modifier notre Constitution pour aller dans votre sens, c'est-à-dire y introduire un droit à la différenciation et à l'expérimentation. Aujourd'hui, ce qui nous bloque parfois sur ce sujet, c'est le fait que quand on expérimente quelque chose, ça a vocation tout de suite à être généralisé France entière. Et il y a en quelque sorte un conflit entre le principe d'égalité auquel nous sommes tous et tous attachés et la possibilité de se différencier, d'innover, d'essayer. Il faut qu'on libère ces capacités à innover, et un texte a été trouvé, d'ailleurs, dans les propositions qui ont été discutées entre le gouvernement et le Parlement, et donc je souhaite qu'on puisse mener à bien cette réforme constitutionnelle qui permettra d'aller dans ce sens. Et puis, il y a la décentralisation. Alors j'ai entendu, et au fond, si je devais résumer ma compréhension, beaucoup de maires disent on n'a pas besoin de compétences nouvelles, ce qui est vrai puisqu'il y a une clause de compétence générale pour les maires. Mais il y a la question pour beaucoup de compétences de l'État de savoir à quel niveau elles sont le mieux exercées et est-ce qu'il faut décentraliser à nouveau, comme ça a été fait pour plusieurs politiques ces dernières années. Et là aussi, à avoir beaucoup écouté, regardé et vécu depuis 2 ans, je pense que sur ce sujet, nous sommes dans un malentendu complet. Permettez-moi de vous le dire, complet. Il y a des politiques et des sujets qu'on a vraiment décentralisés. Et parfois en partageant à peu près, je trouve, bien les choses. Je crois que ça marche mieux que ça ne marchait maintenant qu'on a confié le collège au département, le lycée à la région. On garde l'unité pédagogique au niveau national. On sait les compétences des collectivités. Elles ont d'ailleurs réinvesti ce sujet et ça marche mieux. Il y a eu des investissements qui n'étaient pas faits quand c'était resté dans le giron de l'État. C'est clair, on comprend. Il y a ensuite des compétences qu'on a décentralisées, sans décentraliser la responsabilité et le financement qui va avec. Je vais prendre un exemple, le social. Le social, on a dit, c'est les départements, il y a 15 ans. Certes, mais les départements ont aujourd'hui à gérer une dépense sur laquelle ils ne sont pas décisionnaires. Pas le département qui a sa propre politique de RSA ou de handicap ou d'autonomie.
Et donc, en créant des inégalités, parce qu'à côté de ça, quand les gens ont à se plaindre de la politique sociale, ils se tournent plutôt vers l'État. Le département, lui, a une dépense contrainte qui file avec sa dynamique propre, et il a une fiscalité qui n'a rien à voir avec la dépense. Taxe foncière, droit de mutation. Et donc, on fait des péréquations en permanence. Ça, ce n'est pas de la décentralisation. C'est, ou en tout cas pas la décentralisation au sens où vous l'entendez, vous l'appelez, c'est du transfert de compétences, et on a pris les départements comme des opérateurs de l'État. Mais pour moi, ce n'est pas la même chose qu'une décentralisation où il y a un pouvoir politique qui donc décide et va de manière régulière devant le citoyen pour dire « voilà, sur ce sujet, ma responsabilité est celle-ci, ma politique sera celle-ci ». Personne ne va voter pour son département pour changer de politique sociale. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, les gens, ils ont bien compris qu'ils votaient au département pour leur collège, ils ont bien compris qu'ils votent, ils pensent qu'ils votent pour beaucoup de sujets d'aménagement auxquels le département peut peu de choses, parce qu'on lui a sans doute insuffisamment transféré. Mais on fera un sondage, je pense que très peu de Français pensent qu'ils votent pour le RSA ou la politique de handicap ou les politiques de solidarité quand ils votent au cantonal. Donc, on a créé autour de la notion de décentralisation une série d'ambiguïtés et qui accompagne un peu le malheur français. Parce que nous n'avons pas mis les compétences avec la responsabilité et la légitimité démocratique. Et quand on fait ça, ça ne va pas. Et moi, m'étant nourri de nos échanges, parce que, à travers vos visages, j'inclus tous vos collègues que j'ai vus dans tout le territoire, c'est aussi ça que je vois dans le malaise des maires. Beaucoup de maires m'ont dit « moi j'ai été élu en 2014, on m'a sabré les moyens et les compétences. Je m'étais engagé sur des trucs, on les a filés à l'intercommunalité sans me demander quoi. » On a créé un divorce démocratique. Je me suis engagé devant des gens, il y a un malentendu, ils me demandent quelque chose, je ne peux plus le faire. Je ne suis plus compétent. Mais au niveau de nos collectivités, nous avons le même problème. Il y a un décalage aujourd'hui démocratique parce qu'on a transféré des compétences, les financements ne sont pas cohérents avec ces compétences et nous n'avons pas toujours transféré les responsabilités qui vont avec. Et ça a nourri quelle situation? Une frustration de beaucoup de collectivités et d'élus qui veulent faire et qui disent « je voudrais bien mais je peux point ». Parce qu'on me bloque de partout, c'est trop compliqué, puis il y a des partages, tout ça, la cote est mal taillée. Et ça a nourri, ces derniers temps, un sentiment qui est dangereux pour nous tous, anti-État. Moi, je l'ai beaucoup entendu, et beaucoup de la part de beaucoup d'associations d'élus. Pas locales, mais au niveau national, il y a un débat de sourds qui s'est installé ces dernières années, qui est délétère. Je le dis souvent, on a d'abord confondu l'État et le gouvernement. On peut ne pas aimer le gouvernement parce que, et la majorité qui le soutient, c'est la vie démocratique. Mais l'État, il est servi sur le territoire par des gens qui ne sont pas ici pour des raisons politiques, et président de la République n'est pas au service, lui, d'une majorité. Et l'État, vous le servez tous, d'ailleurs, par vos compétences aussi qui sont les vôtres. Et on a dit, l'État est notre problème, je dirais essentiellement celui que nous servons, tous et toutes. Mais on s'est retourné vers l'État parce que l'État a gardé toutes les responsabilités. Parce que quand il y a un problème sur une compétence, même quand elle est décentralisée, on dit « j'ai pas tout ». Puis j'ai pas vraiment la responsabilité, donc c'est l'État. Mais ça ne va pas. Je veux dire, on ne peut pas avoir des situations où quand il y a un accident industriel et économique dans une région, c'est forcément l'État le responsable. Quand il y a un problème sur l'enfance maltraitée, qui est une compétence départementale, c'est l'État qui est le responsable. C'est la situation dans laquelle nous sommes collectivement. Et donc c'est une situation, en quelque sorte, où on demanderait toujours plus de compétences au plus près du territoire, et on voudrait que la responsabilité finale soit toujours... Au fond, une personne, elle est devant vous. Non pas que je ne suis pas prêt à prendre mes responsabilités, mais nous devons les partager. Et donc ce temps de décentralisation qui est devant nous doit être un temps de clarification, mais de clarification des compétences, des responsabilités et des financements. Ce qui veut dire que nous devons nous poser la question de savoir à quelle élection les gens votent pourquoi. Moi, je vais vous dire, je vous livre là quelques convictions, mais j'attends la restitution complète des débats dans quelques jours et j'aurai à me prononcer de manière finale. Quand les gens votent pour le président de la République, je me suis forgé une idée qu'ils pouvaient attendre, ils n'attendent pas
les transports de proximité, la possibilité d'avoir le logement pour soi-même ou le cousin ou la cousine, les solutions de proximité, ça n'est pas vrai. Par contre, ça n'est pas vrai que quand ils votent pour le département ou la région, ils attendent qu'on règle le chômage ou la politique sociale. Et sur beaucoup de nos débats, on s'est mis en travers de ça. On veut des compétences locales qui ne correspondent pas aux responsabilités démocratiques et aux attentes de nos concitoyens. Et donc nous devons avoir en effet un temps de décentralisation, parce que je pense qu'il faut une dévolution des pouvoirs au plus près du terrain, sur beaucoup de sujets, mais il faut trouver les bons. Mais cette décentralisation, je veux simplement vous livrer une conviction, Monsieur le Président, sur ce point, elle ira avec moi, avec des responsabilités transférées. C'est-à-dire c'est des compétences complètes, et la responsabilité, y compris démocratique, qui va avec. Et des dirigeants nationaux qui diront « ça, c'est plus moi qui m'en occupe ». Parce que c'est aussi comme ça qu'on fera les vraies économies. Si tout le monde s'occupe un peu de tout, il n'y a plus personne de responsable. Et donc, les compétences avec les responsabilités, une clarté démocratique, et des financements qui sont cohérents. On a une compétence, on doit avoir un financement qui a la même dynamique que cette compétence. Et pas des financements qui n'ont rien à voir. Et donc c'est sur cette voie-là que moi je suis prêt à m'engager, parce que je pense que ça réduira un peu de notre malheur collectif. Mais je voulais en tout cas vous dire plus largement ce que je sentais profondément derrière beaucoup des faux débats ou des débats parfois décalés que nous avons sur ces sujets. Ensuite, vous m'avez interrogé sur donc la cohésion territoriale, et j'ai pris note de beaucoup de vos propositions, et je trouve qu'il y avait beaucoup de choses extrêmement intéressantes. Je veux revenir sur à la fois les questions que j'ai eues ou les interpellations qui ont été les vôtres. D'abord, c'est le ministre Méniori qui m'a interpellé sur deux sujets, la taxe d'habitation et les métiers. Sur la taxe d'habitation, et vous êtes revenu à plusieurs reprises sur ce sujet, je vais peut-être expliquer pourquoi on fait ça et comment. La taxe d'habitation, alors vous avez cité, mais chacun sait que votre commune est vertueuse en emploi, en finances publiques et autres, et vous l'avez comparé avec la métropole de Rennes. Je vous invite à regarder d'ailleurs ce que le CGET, enfin le Commissariat général à l'égalité des territoires, a publié, et ce qu'on voit sur la France entière. Il ne serait pas vrai de dire que la taxe d'habitation est en moyenne plus élevée dans les métropoles. La taxe d'habitation, elle est généralement la plus élevée dans les villes moyennes et les villes qui ont les charges de centralité. Quand on est dans le très rural, on peut la maintenir faible. Quand on est en métropole, on a généralement réussi à la maintenir assez faible, voire à la baisser, parce qu'on a d'autres ressources, parce qu'on a de la vitalité économique, démocratique, et qu'on arrive à justement diversifier les choses. Là où on est bloqué, on a dû la monter ces dernières années, c'est la ville moyenne qui se bat, qui veut maintenir ses infrastructures, qui parfois d'ailleurs a des habitants nouveaux et ayant des habitants nouveaux doit ouvrir une nouvelle école ou des infrastructures demandées, et qui a les charges de centralité dans l'interco. Et donc, la taxe d'habitation, elle est complètement dans cette France des villes moyennes. Mais il n'y a pas d'avantage comparatif par rapport à la métropole sur la taxe d'habitation, ça n'est pas vérifié nationalement, et donc il n'y aurait pas un avantage indu. C'est plutôt une taxe qui est des centres, si je puis dire, centres d'intercommunalité. La deuxième chose, c'est que c'est une taxe très injuste. Et là-dessus, je veux rassurer maire de Brest. Moi, je partage son point sur l'idée de dire que l'impôt il doit y avoir un lien de fiscalité entre chaque niveau de collectivité et ses habitants. Je partage ça parce que ça va avec cette responsabilité citoyenne que j'évoquais, qui est au moment de l'élection, mais qui doit aller avec une dynamique d'impôt. Simplement, ne me présentez pas la taxe d'habitation comme étant la réponse. Je suis sûr qu'à Brest, il y a plus de 50% des gens qui ne la payent pas. Ça doit être à peu près les chiffres. Et on est en France sur ces critères, et plus on a une ville d'ailleurs qui est modeste, plus on a des gens où la taxe d'habitation, elle est payée par l'État depuis des années. Donc il y a une irresponsabilité. Les gens, c'est très bien que ça a été une politique sociale, mais c'est pas vrai que ce soit encore le lien avec la commune, la taxe d'habitation. C'est pas vrai. C'est plus vrai. La deuxième chose, c'est que c'est devenu l'archétype de l'impôt anti-classe moyenne. Quand on est très modeste, on ne le paie pas. Quand on est fortuné, on le paie au prorata des mètres carrés qu'on occupe. Et à un moment, on a des limites physiques. Par contre, c'est un impôt qui est aveugle sur vos capacités contributives quand vous êtes une classe moyenne. Vous touchez 1,5 SMIC, 4 SMIC, si vous habitez le même appartement, vous avez payé la même taxe d'habitation. Et donc, ça n'est pas juste aussi sur le plan la contributivité. Donc, je pense qu'il était bon de le supprimer, mais il ne sera pas remplacé par
un impôt supplémentaire, c'est une suppression complète qui est financée par les économies et qui est dans la trajectoire des finances publiques. C'est là-dessus que le gouvernement, conformément aux engagements que j'avais pris devant les Français, a décidé de concentrer, parmi quelques autres, son effort de baisse de fiscalité. Donc on ne va pas recréer un impôt pour compenser ça. Par contre, il faut dans la répartition des fiscalités ou des parts de fiscalité pouvoir le compenser pour qu'il y ait ce lien entre une commune et les habitants, mais sans qu'il y ait un centime de plus de charges fiscales pour les habitants. Et donc, il y a plusieurs options. Soit transférer le foncier du département à la commune et trouver une recette fiscale qui soit une recette aujourd'hui de l'État, qu'on pourrait transférer au département et qui correspondrait plus à la dynamique de ses dépenses, soit avoir un morceau d'impôt national qu'on transférerait à la commune. On peut imaginer des formules comme ça. C'est un peu ce que j'attends en termes de contribution de la part, justement, des associations d'élus pour qu'elles nous proposent une solution viable qui corresponde, je crois, à ce qui est ce principe de responsabilité que j'évoquais. Mais je veux vous rassurer sur le fait qu'en tout cas, il n'y aura pas ce désavantage que vous évoquiez. Deuxième élément sur lequel vous m'avez interrogé, en quelque sorte, beaucoup de nos concitoyens qui ne veulent pas voir leurs enfants aller vers les métiers de la main, comme on le dit souvent, et les filières d'apprentissage autres. D'abord, je pense que nous avons dans le discours quelque chose à changer. On a commencé à le faire et le marteler. Une réforme a été portée par le gouvernement et le Parlement en septembre dernier, qui a permis de moderniser, de changer profondément le fonctionnement de l'apprentissage et de l'alternance, en remettant les branches professionnelles et les métiers au cœur de l'organisation de celle-ci. Et le discours ambiant change. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises. Ces métiers, que ce soit des métiers industriels, des métiers d'artisanat ou autres, ce sont des métiers d'avenir où il y a de l'emploi et où on gagne, d'ailleurs quand on regarde les choses, plutôt bien sa vie. Et donc il faut sortir de cette conception française où, en quelque sorte, point d'issue ou point de salut hors de l'université ou de filières qui seraient académiques, parce que c'était la représentation collective qu'on avait. Donc il faut les valoriser. C'est en train de changer, je vais vous livrer un chiffre. Il y a eu à la rentrée dernière 40% d'augmentation d'inscription en sortie de troisième vers les filières technologiques et d'apprentissage. Donc quelque chose est quand même en train de se passer, parce qu'on en parle, parce qu'on le porte, parce qu'ils vous entendent aussi en parler sur le territoire. Maintenant, je vous rejoins totalement, et c'est ce qu'on est en train de faire. Développer les IUT, l'alternance et l'apprentissage en université. Pourquoi ? Parce que les parents, ils veulent que leurs enfants fassent ce que le patron dans l'usine ou au bureau a fait. Pourquoi en Allemagne ça marche si bien l'apprentissage ? Vous êtes dans une entreprise, le patron il a été apprenti. En France, le patron il a fait école de commerce ou école d'ingénieur. Non mais on a tous vu, il y a un bon sens, c'est comme ça que ça se passe. Et donc on dit si le gamin va faire une filière d'apprentissage, c'est qu'il n'est pas bon et il n'y arrivera pas, ce qui est faux. Et donc plus on va développer ces filières avec de l'apprentissage et de l'alternance au niveau du supérieur, comme vous le proposez en université, ce qu'on est en train de faire et ce qui a commencé à cette rentrée, valorisant pour les métiers de l'alternance et de l'apprentissage. Et c'est au cœur de la bataille qu'on est en train de mener, parce que c'est aussi celle qui permet de ramener beaucoup de nos concitoyens vers les métiers où il y a un besoin, une demande d'emploi et une valorisation de ceci. Donc je partage totalement votre conviction sur ce point. Ensuite, vous m'avez interrogé sur les ruralités, et je rejoins ce qui a été dit à plusieurs reprises. Et en effet, vous l'avez noté, la ministre de la Cohésion des Territoires a lancé un grand travail pour cet agenda rural, l'objectif étant véritablement d'apporter des réponses concrètes à ce qui est vécu dans la ruralité avec des éléments de diversité. Alors, plusieurs points ont été là-dessus mentionnés. D'abord, la capacité à adapter les choses, c'est l'esprit de différenciation de pacte, j'y adhère. On l'a fait aussi sur des territoires très ruraux, par exemple avec des départements, un pacte Creuse a été signé, qui a permis d'apporter des réponses très concrètes à des sujets de ruralité. Ensuite, dans cette table ronde, des points ont été évoqués sur la loi littorale et sa capacité, justement, à répondre aux défis contemporains. Là-dessus, instruit d'ailleurs, je dois le dire, par un débat breton que j'avais eu de mémoire en juin ou juillet 2017 dans le Morbihan, nous avons fait une réforme sur les fameuses dents creuses, parce que c'est à l'époque les élus du Morbihan qui m'avaient alerté sur les effets pervers de la loi littorale et les dents creuses. Ça a été porté dans la loi Elan et on l'a modifié. Et donc tout ce qu'on peut simplifier sur ce point, on continue. Ah si, mais ça a été modifié. Certains voulaient aller plus loin, je sais bien.
Alors si c'est pire, vous viendrez me voir à la fin pour apporter un témoignage, parce que là, pour le coup, même vos parlementaires qui représentaient se sont battus pour défendre ce qui m'avait été dit à l'époque. Non, sur les... Alors, si, sur les îles, parce que vous êtes sur une île ou vous êtes sur le littoral? Parce que sur les îles, la réponse n'a pas été apportée. C'est vrai. Mais moi, je suis très preneur. J'ai montré, en tout cas, mon ouverture à apporter des réponses pragmatiques. Ensuite, ce qui est remonté du terrain et qui a été proposé a été porté par le législateur. S'il faut aller plus loin, moi, j'y suis tout à fait prêt, pour être pragmatique. Après... Non, mais dans le même esprit. Après, de manière très concrète, il est clair qu'on ne peut pas supprimer la loi littorale, parce que d'autres sensibilités qui sont présentes dans cette salle, et dans le débat qu'il y a eu au moment des Dents creuses, d'ailleurs, les parlementaires qui sont ici le diraient mieux que moi, ce sont aussi ces sensibilités qui sont exprimées pour freiner ceux qui auraient voulu aller un peu plus loin. Maintenant, avec pragmatisme, il faut continuer à faire avancer les choses. J'y reviendrai sur la relation entre l'État ensuite et les collectivités. Ensuite, sur l'agenda de ruralité, vous m'avez interrogé sur les dotations et les initiatives. Sur les dotations, je voudrais tordre le cou à une fausse idée. L'idée que la dotation en commune rurale serait 2 fois inférieure à la dotation en urbain. C'est totalement faux. C'est totalement faux. La part forfaitaire de la dotation est 2 fois plus faible. Mais la dotation réelle est bien souvent plus élevée. J'en veux pour preuve, les chiffres seront révélés ce soir, les dotations de l'ensemble des communes bretonnes, elles augmentent d'1,2%, 1,4%, pardon, pour cette année. Ce sera notifié ce soir. Et pourquoi? Premier effet, un peu de gain de population. Deuxième effet, la compensation rurale. Le gouvernement, avec le Parlement, a d'ailleurs porté 90 millions d'augmentation de la dotation de solidarité rurale. Et donc, quand vous me dites qu'il y a 2 fois moins de dotation en rural qu'en urbain, parce que c'est que vous prenez la part forfaitaire. Mais la part forfaitaire n'a cessé de baisser parce qu'on a mis partout des péréquations. Mais il faut y ajouter les dotations de solidarité rurale et tous les mécanismes de péréquation accumulés avec le temps. Regardez la réalité d'une dotation en rural, elle est aujourd'hui généralement plus élevée qu'en urbain. Donc c'est faux. Ça, c'est faux. Et on continuera à le faire. Alors après, je suis tout à fait prêt à ce qu'on puisse simplifier ces mécanismes. Il n'appartient qu'au Parlement d'y travailler, au Comité des finances locales d'apporter des réponses. Mais au concret, ce constat n'est pas juste. Après, moi je suis très favorable à cette logique contractuelle proactive que vous avez évoquée. Beaucoup l'ont dit, et l'agenda rural a besoin de vélocité, parce que dans le rural, on a besoin d'être encore plus entrepreneur. Et vous me l'avez dit, plusieurs, laissez-nous porter nos projets, il faut que ça aille plus vite, qu'on soit mieux accompagnés. C'est exactement, en effet, ce qu'on a porté avec l'initiative Cœur de Ville. Cœur de Ville, on a dit, on met en place un dispositif, proposez-nous vos projets, et dès qu'on considère qu'ils sont pertinents, avec des critères très légers, en allant très vite, on vous accompagne, on met les financements, et on vous accompagne même sur l'ingénierie. Ça marche formidablement bien. Et donc, ce qu'on veut faire maintenant, et les ministres sont en train de le préparer, et on va le lancer prochainement, c'est la même initiative pour les moins de 10 000 habitants. Et donc, avoir une enveloppe qu'on gère France entière, avec d'ailleurs un dialogue avec les régions, pour avoir une réponse et peut-être adapter ce mécanisme région par région, parce que les dynamiques ne sont pas les mêmes pour cette strate, parce qu'il y a des vitalités et des dynamiques d'aménagement qui ne sont pas les mêmes, et avoir une espèce d'approche cœur de bourg, où on dit de manière très simple, vous avez un projet, vous le soumettez, il n'y a pas besoin d'avoir un rapport comme ça qu'on prépare pendant 6 mois, c'est l'anti-procédure en rue à cet égard, même si on est en train de la simplifier. On va très vite, on peut l'adapter à travers le temps, mais c'est un État qui accompagne. Et donc, le cœur de l'agenda rural, il se fera par, justement, un ensemble de réponses comme ça très concrètes et des logiques de projets, avec des enveloppes nationales et déclinées région par région en partenariat, pour pouvoir accompagner des projets, précisément parce que, comme ça a été très bien dit par cette table ronde, il y a une pluralité des ruralités. Et il y a une pluralité des projets qui sont apportés. Ensuite, quand on parle d'un agenda rural comme cela, il y aura évidemment les réponses en termes de santé, on en a peu parlé, mais c'est très présent dans le débat, et donc ça fait partie d'ailleurs de ce qu'on a mis dans le plan santé, et il y aura des dispositifs en matière de santé pour maintenir la présence médicale ou justement la renforcer, et plus largement en matière de ce que j'appellerais les accès. L'une des grandes problématiques de la ruralité qui souffre aujourd'hui, ce sont les accès. Accès aux infrastructures,
accès à la métropole ou à la grande ville la plus proche pour aller travailler ou pour que les enfants puissent avoir accès à des loisirs ou autres, accès au numérique, comme vous l'avez dit, etc., etc. Et donc là-dessus, je veux qu'on ait une approche extrêmement mobile, flexible, là aussi qui se fasse territoire par territoire pour pouvoir abonder les initiatives. Et donc c'est aussi pour ça que vous m'avez entendu plusieurs fois dire qu'en termes de mobilité et d'infrastructure, on sort d'une logique où l'État finançait surtout les grandes infrastructures de mobilité, en disant on va mettre partout le TGV et les aéroports, à une logique où on doit remettre du financement sur la mobilité du quotidien, c'est-à-dire les infrastructures qui irriguent les territoires, entre la métropole et ses propres territoires, entre parfois le chef-lieu de canton et ses propres territoires, ou la capacité à régénérer les infrastructures de transport existantes. Parce que si je regarde les 20 dernières années, pourquoi on a tant de cas où vous avez perdu du temps le temps de transport a augmenté parfois pour rejoindre la métropole ou tel ou tel territoire voisin, c'est qu'on a mis tout le financement public sur les très grandes infrastructures et on en a mis peu sur l'infrastructure de proximité. La première victime de ce mécanisme, ça a été le rural et le très rural. Et donc c'est cet agenda de ruralité, je ne veux pas être ici trop long, mais sur lequel on va continuer à avancer avec vous et qui doit déboucher sur, pour moi, des mécanismes simples, des enveloppes qui sont déclinées et une mobilisation des financements européens. Et je partage totalement ce qui a été dit avec beaucoup de justesse sur ce sujet. Et évidemment, un accompagnement de l'ensemble des professionnels qui font notre ruralité. Et je veux ici avoir un mot pour nos agriculteurs. Et vous avez eu raison à plusieurs reprises de les citer et de les encourager. Nous sommes en train, à travers la mise en œuvre justement de ce qu'ont donné les États généraux de l'alimentation et la loi Egalim, d'une part, redonner, il faut que ça redescende maintenant dans les cours de ferme, mais on a redonné du pouvoir de négociation aux producteurs dans la négociation commerciale. Là maintenant, les filières doivent s'organiser. Nous, on a mis beaucoup de pression, on va continuer à le faire pour qu'il y ait un retour dans les marges évidemment des agriculteurs et de l'ensemble des producteurs. Et on accompagne maintenant filière par filière et elle se décline territoire par territoire. C'est tout le dialogue aussi, évidemment, qu'on a eu avec la région sur ce sujet et que nous avions fait vivre il y a quelques mois ensemble. Et donc, sur ce point, nous allons continuer à avoir aussi un agenda fort en matière agricole et agroalimentaire. Et évidemment, je sais combien c'est un agenda qui tire la région et à laquelle la région est attachée compte tenu de son histoire et de ce que nous avons devant nous. Sur cet agenda rural, il y a un point sur lequel vous m'avez aussi interpellé, c'est la trop grande complexité des différentes dotations et des aides. Je l'ai dit, je souhaite qu'on aille vers des aides projets beaucoup plus simples, avec des mécanismes justement beaucoup plus rapides, mais je souhaite aussi qu'on puisse innover. Et à ce titre, vous avez raison sur la DSIL, parce que vous l'avez cité, j'ai noté pendant cette table ronde en disant c'est trop compliqué, on doit faire des dossiers, bien souvent parce qu'on doit faire des dossiers au département, à la région, à l'État. Moi, je suis très favorable, et c'était vous, je crois, Président, je suis très favorable à ce qu'on expérimente ici, dans la région, la procédure unique et mutualisée sur ce sujet. Et qu'on dise, sur l'ensemble de ces dotations, on y va, tout ce qui est côté dotation État, on se met avec l'ensemble de ce que sont les guichets actuellement existants, et on simplifie drastiquement non seulement nos critères de procédure, mais on ne fait qu'une seule procédure pour éviter l'addition des mécanismes et avoir des mutualisations. Certains départements, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais ont commencé à le faire et à mutualiser les choses avec l'État. Et je pense que ça, on peut le faire maintenant au niveau régional, avec l'ensemble des départements concernés, avec la région, pour avoir une simplicité extrême. Voilà sur l'agenda rural ce qui était dit et la cohérence des territoires. Et au fond, vous voyez ce que je veux dire à travers cela, et j'ai bien noté par ailleurs toutes les propositions qui ont été faites, c'est qu'on a en effet besoin de redonner des départements de nos régions. Et donc, c'est ça qu'on doit réussir à projeter par ces logiques un peu de, si je puis dire, de guichet, d'instruments très simples. Et après, c'est dans ce dialogue avec régions et départements qu'on doit réussir à décliner ces bons instruments et permettre de reconstruire cette cohésion à laquelle vous êtes attachés. Vous m'avez ensuite interpellé sur les contraintes et les normes. Alors, d'abord, je vais vous rassurer, ce n'est pas mon administration, c'est la nôtre. Et je dirais que constitutionnellement, ce n'est même pas le président qui en est le chef et qui le dirige. Chaque ministre a la main sur son administration.
Et je pense que c'est important parce que l'administration, c'est aussi ce qui nous sert, ce qui sert les lois et ce qui applique ce que le législateur a voulu. Et au fond, on reproche souvent à l'État et à celles et ceux qui le servent sur le territoire nos propres paradoxes, nos propres, nos propres incohérences, parfois nos injonctions contradictoires. On veut de la simplicité, mais on est les premiers à vouloir des règles. Combien de fois, dans les débats que j'ai eu avec les maires, on me demande de la simplicité, mais on veut que ce soit l'État qui tranche les conflits qu'on n'arrive pas à régler entre nous. On est très attaché au fait environnemental, mais on voudrait construire très simplement quand c'est dans notre commune. Donc l'État est parfois porteur aussi de ces injonctions contradictoires. Il faut qu'on ait collectivement cette forme d'indulgence pour celles et ceux qui servent ce que nous avons in fine toujours voulu. Je pense qu'on peut aller plus loin sur beaucoup de simplifications. On a commencé à le faire. Je donne toujours cet exemple. En 2017, il y avait 30 000 circulaires. On en a supprimé 20 000. Personne n'a bronché. Donc je suis convaincu que les 10 000 qui restent, on peut en supprimer encore beaucoup. Donc donner des idées. Mais la simplification est un élément complexe parce qu'il faut rentrer dans le détail. Il faut voir ce qu'enlève exactement ce qu'on veut retirer, mais je pense qu'il y a de la marge de manœuvre. On a fait une deuxième chose, on a dit à tous les ministres et aux ministères, vous voulez faire un décret, les décrets qui sont en application de ce que le législateur a voulu, il faut qu'ils soient tous pris. Ils sont tous pris, on le suit très précisément, pour qu'on doit être aujourd'hui à 95% pris dans les 6 mois, pour que ça aille vite, parce que c'est la loi qui s'applique. Mais les décrets propres à l'administration, on les a divisés par 10. En faisant une chose simple, on a dit, vous proposez une nouvelle norme, vous devez proposer en même temps d'en supprimer 2. Ça réduit les enthousiasmes. Donc les gens disent, très bien, je vais réfléchir plus longuement à la nouvelle norme que je vous propose, je reviendrai plus tard. Et donc très peu de décrets ont été proposés de ce fait, et on a supprimé une quarantaine de règles qui étaient existantes. Bon. Donc on va continuer sur ce travail dans tous les domaines, j'y crois beaucoup comme vous. Les ABF. Je peux pas... L'honnêteté m'oblige à vous dire que vous n'êtes pas la première région à m'en parler. Dans le même temps, alors là, il y a des gens tatillons, il y a des gens plus laxistes, ça dépend des personnes. Mais après, moi là aussi, j'ai vu la sensibilité de ce débat. On a voulu simplifier les choses pour les ABF, créer des procédures simples pour beaucoup de cas, dans la fameuse loi Elan aussi. Au final, ça a été voté de mémoire pour les antennes téléphoniques et les habitations en quasi-état de ruine, pour pouvoir justement habiliter, éviter d'avoir là-dessus des procédures simples, parce que même là-dessus, on avait des procédures qui nécessitaient l'ABF. L'été dernier, que n'avons-nous eu pendant le débat? Nous étions les destructeurs du patrimoine, on reprochait tout et n'importe quoi. Donc on peut, je pense, aller vers plus de simplicité sur ce sujet, avec des avis simples, avec plus de pondération. Et ça suppose de simplifier un peu la norme, d'une part. Donc moi, je suis très preneur d'idées de bon sens, mais ça suppose également de l'appliquer, je dirais, en bonne forme et avec modération. Et donc, et au fond, à ce qui a été dit dans cette table ronde et un peu plus loin, dans la table ronde numéro 4. Parce que ce que vous dites des normes, ça était très proche, au fond, de la relation entre les collectivités et l'État. Moi, je suis assez favorable à ce que vous avez proposé. C'est-à-dire de dire qu'il faut qu'il y ait une autorité commune. Qu'est-ce qui s'est passé décennie après décennie? L'État s'est spécialisé dans beaucoup de ses fonctions, et donc on a eu, en effet, des logiques de silos qui se sont créées. Les ARS sont le fruit d'un mécanisme qui a commencé il y a une vingtaine d'années. On a dit on va mieux gérer nos dépenses de santé, on va créer un pilotage de celles-ci, c'était une bonne chose. Et puis ça s'est progressivement autonomisé. Mais ce qui est vrai, c'est que la dimension territoriale, et avec elle le politique au sens noble du terme, c'est-à-dire la capacité à dialoguer avec des élus de la République qui sont porteurs de volonté d'une légitimité, dans beaucoup d'endroits de l'État, est insuffisante. Et donc on a les préfètes et préfets qui représentent l'État, le gouvernement, l'ensemble des politiques publiques, mais on a en effet des bastions qui se sont créés dont le lien n'est sans doute pas suffisant aujourd'hui et dont les procédures ont des impératifs. Quand une ARS mène une procédure au titre de la santé publique et qu'il y a des critères de santé publique qui doivent être respectés, je pense que là-dessus, il est clair qu'à la fin, personne ne voudra compromettre avec ce cap. Il y a beaucoup de choses de bon sens qui nécessitent sans doute plus de concertation et d'avoir un principe de responsabilité unique et coordonné de l'État. Donc moi, je suis favorable
à votre proposition et à cette transformation de l'organisation de l'État sur le territoire. Je pense que, hormis la défense et la justice pour évidemment l'indépendance qui doit être celle de l'autorité judiciaire et la défense compte tenu des mécanismes de commandement qui lui sont propres, l'ensemble des services de l'État doivent être sous un commandement et un visage unique. Et je crois que ça, c'est un élément de simplicité, de clarté, et on doit réussir à trouver le même type de simplicité pour nos concitoyens. Et il faut une coordination. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des spécificités ensuite de métier, mais elles doivent être coordonnées par celui ou celle qui a l'autorité. Et je veux ici, parce que parfois vous avez été un peu dur avec la vie administrative, mais avec des exemples qui en montraient la turpitude avec beaucoup de clarté, mais l'État tient parce qu'il y a des préfets, des sous-préfets, des fonctionnaires de l'État et de tous les services, y compris de ceux que vous pouvez critiquer, qui sont là sur le territoire. Quand il y a une catastrophe sanitaire, on est content d'avoir les fonctionnaires de l'hôpital et de l'ARS. Et ils font très bien leur boulot. Non, mais je peux vous le dire. Et ils font très bien leur boulot. Et donc, ce qu'on doit réussir, mais c'est vrai. Et donc, il ne faut pas qu'on ait toujours qu'un visage, en quelque sorte, ou qu'on ne regarde qu'une réalité. Donc, oui, à un commandement unique sur le territoire, pour plus de clarté et pour que les élus que vous êtes ayez en quelque sorte un interlocuteur qui puisse coordonner les demandes. Oui, ensuite, à plus de déconcentration de l'État. Et ça, c'est un point que je voulais faire sur la simplification et qui rejoint votre quatrième volet. Je crois très profondément qu'aujourd'hui, notre organisation collective, elle souffre de ce que j'ai décrit sur la décentralisation, mais elle souffre aussi du fait que nous avons progressivement, ces dernières décennies, gardé trop de décisions au niveau central et sans doute trop de présence administrative au niveau central et qu'on en a trop réduit sur le territoire. Je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que ça a été le fruit de décisions multiples et en quelque sorte parce que nos concitoyens nous ont amenés à nous interroger sur nous-mêmes. J'ai moi-même fait ce constat ces derniers mois. Il était très bon de faire des économies sur l'État. Mais quand je regarde les choses, on a fait beaucoup d'économies sur l'État local, très peu sur l'État central. Et donc, ça, ajouté à la concentration régionale, qui a été, je dirais, le fait administratif qui a accompagné la métropolisation économique. Plus les grandes régions, vous êtes moins touchés ici, mais ceux qui ont eu en plus des recompositions régionales ont eu ça à vivre, a réduit de la présence d'État sur les territoires et en fait a concentré la présence d'État dans les métropoles régionales ou au niveau central. Et c'est pour ça, l'un d'entre vous m'a fait l'amitié de citer le discours de Quimper. Je parlais en effet d'une présence, c'était vous, c'est le maire, d'une présence publique. En effet, j'incluais les élus et autres parce que je pense que c'est un partenariat. Mais c'est qu'on a retiré de la présence de fonctionnaires d'État sur le territoire et ce faisant de la perception de services rendus. Et ça, nous devons le repenser dans la période qui s'ouvre. Ça ne veut pas dire qu'il faut être aveugle sur les recompositions démographiques. Il y a parfois besoin de plus de services parce qu'il y a de la population qui arrive, des besoins, de la difficulté économique et sociale. Et quand il y a de la déprise, il y a peut-être besoin de moins de services. Mais oui, je cherche Madame le maire qui m'a interpellé là-dessus, c'est vous. Le numérique doit être pensé différemment et l'État doit penser différemment ses économies. Comment je vois les choses ? Je pense qu'on doit réinjecter des fonctionnaires sur le terrain et réduire le nombre qu'on en a sur la norme. Je dis souvent, et je le dis avec l'attachement, l'affection que j'ai pour eux, moi j'ai été fonctionnaire de l'État, et ils sont nos principaux soldats, avec les élus de terrain que vous êtes. Et c'est ce couple qu'il faut faire fonctionner. Eh bien, on a besoin de moins de fonctionnaires de circulaire et de plus de fonctionnaires de guichet. Le fonctionnaire de circulaire, c'est celui qui fait des normes. Je le dis souvent, parfois, il trouve des solutions à des problèmes que personne ne se posait, parce qu'on est pris dans nos trucs, mais on est tous pareils, hein, on est chacun dans nos dynamiques. Et le fonctionnaire de guichet, qui bien souvent, d'ailleurs, dans l'administration, a été la fonction la moins enviée, la plus décriée, c'est ce dont on a besoin. Parce que c'est ce qui se rapproche le plus de ce que fait le maire ou le président de la République, d'être à portée d'engueulade. C'est-à-dire, il doit résoudre les problèmes des gens. Et il doit composer avec la complexité. Celui ou celle qui est au guichet, il ne peut pas dire deux ou trois fois à la même personne
allez sur le site ou faites comme ça parce que la procédure dit ceci. Et il doit à un moment rentrer dans la logique de la personne et lui apporter une solution. Et il va voir un moment que la règle est absurde. Ce que vous avez décrit sur votre EHPAD, c'est absurde. Un fonctionnaire de terrain qui va être là tout le temps, qui va être dans une logique que j'appelle moi de guichet, de service, d'accompagnement, il va changer les choses. Beaucoup plus que celui que vous verrez jamais et qui va faire une règle pour tout le monde. Donc, on a besoin de changer cette logique, de remettre du monde. Ça s'accompagne d'une logique de transfert de responsabilité. Et je le dis, nous avons collectivement, c'est un peu le corrélat de ce que je décrivais pour la décentralisation, on a créé, par nos procédures, par la pénalisation de notre vie civique, par nos comportements collectifs, au fond, dans la vie quotidienne, une désincitation à prendre des décisions difficiles sur le terrain. Et donc, moi, je suis favorable à remettre des fonctionnaires sur le terrain, mais à avoir une vraie logique de déconcentration, c'est-à-dire transférer des pouvoirs et des responsabilités. C'est-à-dire y compris la responsabilité de prendre une mauvaise décision sur le terrain et d'en porter toutes les conséquences. Et nous avons aujourd'hui créé une culture qui est encore trop souvent une culture de la responsabilité relative. Parce que l'État central est trop lourd, les circulaires sont trop lourdes, mais aussi on s'est collectivement habitué à ça. Bilan des courses, vous travaillez sur le terrain avec des interlocuteurs de qualité pendant 3 mois, 6 mois, puis ils disent maintenant je demande l'autorisation à Paris, ça dure 6 mois ou 1 an de plus, pour refaire le même travail. Mais c'est une culture managériale qu'il nous faut changer, une culture de la responsabilité. Mais j'y suis prêt, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais j'y suis prêt, c'est changement de règles, changement de personnes, changement de responsabilité. Ça veut dire aussi que celui ou celle qui a cette responsabilité a le pouvoir de dire non parfois. Ce n'est pas une culture qui consiste à dire oui tout le temps à tout le monde. Je pense qu'il y a derrière des vraies économies, des vraies simplifications, mais c'est un changement profond de notre organisation collective parce que nous l'avons perdu. Je pense que nous pouvons le faire. Pourquoi ? Parce que quand il y a des crises ou des urgences, nous savons le faire. Je dis souvent, quand il y a le pire qui arrive, une attaque terroriste, une catastrophe naturelle, les services de l'État, les élus, l'ensemble de ceux qui servent, savent de manière rapide prendre des décisions complexes en prenant leurs responsabilités. Et là, rien ne remonte, ou très peu, ou après, ce qui est très bien. Quand c'est la vie quotidienne qui reprend ses droits, tout remonte. Je pense qu'on doit rompre ce sujet et réinverser les choses. Et donc, à la logique, pour ma réponse à vos demandes de simplification, elle est sur les quelques points que j'évoquais, mais pour moi, elle est dans la déconcentration, la capacité à remettre du service et de la présence de l'État sur le territoire, et la capacité du coup à apporter des réponses et à avoir plus de possibilités d'adapter la norme sur le territoire. Bien souvent, on demande aux parlementaires des changements de la loi parce qu'il n'y a pas suffisamment de souplesse pour adapter la norme à la logique du territoire. Et cette adaptation qui sera bonne pour la Bretagne sera mauvaise pour la région d'à côté. Il faut donner la possibilité à ceux qui la portent de l'adapter, donc de prendre leurs responsabilités. En tout cas, moi, je suis convaincu par cet aspect-là. Sur les logiques de réseau d'accès, je l'ai dit sur la mobilité, sur le numérique, j'y suis totalement favorable. Je suis favorable à ce qu'on puisse rouvrir les choses pour adapter par rapport à ce qui est demandé. Sur le numérique, j'ai entendu les interpellations. Néanmoins, je voudrais bien clarifier les choses parce que j'ai eu le sentiment qu'on a parfois navigué entre le mobile et la fibre. La fibre, il y a en effet les projets qui sont portés. C'est coordonné par France Très Haut Débit. On peut adapter les choses, mais c'est une organisation qui a été structurée selon les zones, avec des projets en particulier dans le plus rural, en effet d'initiatives publiques qui sont accompagnés avec des financements, la Caisse des dépôts mobilisée, les services de l'État mobilisés et une logique de service pour accompagner. Tout ce qu'on peut fluidifier, faire là-dessus, oui. Les débats qui sont les plus durs avec les opérateurs sont sur le mobile, et en particulier l'Internet mobile. Et là-dessus, nous avons un débat national qui s'est concrétisé lors de ce qu'on a appelé le New Deal de décembre 2017, où on a réinjecté beaucoup d'argent dans le système, puisque on leur a expliqué qu'on était prêt à renoncer à des gains sur les prochaines enchères de fréquences pour qu'ils mobilisent beaucoup plus vite le déploiement de pylônes et le déploiement justement d'Internet mobile sur le territoire. Et donc là-dessus, on est en train d'accélérer massivement les choses, de le faire. Mais je pense qu'il ne faut pas mélanger ces deux sujets dont les dynamiques et les logiques sont très spécifiques. Par contre, je suis prêt à ce que toutes les collectivités soient en mesure d'avoir une accélération de leurs projets. Là où on peut faciliter les choses, c'est que la fibre,
quand on a de l'Internet mobile très haut débit qui est déployé, on n'a parfois pas besoin d'aller mettre la fibre dans le dernier hameau, hein, je vous le dis très sincèrement. C'est-à-dire que quand on a l'Internet mobile 4G à vrai débit et qu'on a une structure qui permet de faire du 5G, on n'a pas forcément besoin d'aller chercher de la fibre. Donc là-dessus, il faut avoir une vraie adaptation et vous pouvez le tester et le faire tester dans une logique de service parce que là, il ne faut pas se tromper. Moi, je ne suis pas favorable au débat qui consisterait à dire on va vous monter en gamme le vieux réseau, ça vaut comme la fibre. Ce n'est pas tout à fait vrai. Par contre, de dire on a de l'Internet très haut débit, 4G, 5G, la qualité de service est totalement équivalente. Totalement équivalente. Donc c'est dans ces logiques de partenariat qu'on doit avancer, mais on sera à vos côtés sur ce sujet, comme on l'est d'ailleurs depuis le début. Sur le sujet ensuite, c'était la troisième table ronde, commune, intercommunalité. Alors beaucoup de choses ont été dites sur ces logiques. J'ai d'abord eu des questions très spécifiques et je reviendrai sur le thème de la table ronde. Sur le Pinel, c'était Monsieur le Président de la Métropole. Bon, le Pinel, c'est un avantage fiscal donné aux gens qui ont la possibilité déjà de faire cet investissement, d'investir dans les zones où il y en a besoin. J'assume assez facilement qu'on les concentrait dans les zones où il y en avait le plus besoin. Dire vous allez le généraliser à toute la région, je vous le dis sincèrement, ça veut dire qu'on va étendre un avantage fiscal à tout le monde, c'est très injuste comme politique et ça n'aurait pas beaucoup de sens parce que ça veut dire que je mets la France entière dans une logique de défiscalisation de la politique de logement. On dépense déjà énormément. C'est ça ce que vous m'avez proposé, ça n'a pas de sens. Donc, vous avez rentré dans une logique de mutualisation territoriale, très bien. Et moi, tout ce qui donne de la flexibilité comme ça et de l'ajustement, j'y suis très favorable. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Premier ministre a dit chiche quand ça a été présenté. Ça montre d'ailleurs l'ouverture, la flexibilité du gouvernement. Mais la réponse ne peut pas être généralisation de la défisque. Parce que c'est un coût budgétaire. Parce que vous la payez, la défiscalisation. Et notre système du logement, la réponse sur ce sujet, et je la poursuis sur votre point sur les APL, nous avons l'une des nécessités l'ABF. L'été dernier, que n'avons-nous eu pendant le débat? Nous étions les destructeurs du patrimoine, on reprochait tout et n'importe quoi. Donc on peut, je pense, aller vers plus de simplicité sur ce sujet, avec des avis simples, avec plus de pondération. Et ça suppose de simplifier un peu la norme, d'une part. Donc moi, je suis très preneur d'idées de bon sens, mais ça suppose également de l'appliquer, je dirais, en bonne forme et avec modération. Et donc, et au fond, à ce qui a été dit dans cette table ronde et un peu plus loin, dans la table ronde numéro 4. Parce que ce que vous dites des normes, ça était très proche, au fond, de la relation entre les collectivités et l'État. Moi, je suis assez favorable à ce que vous avez proposé. C'est-à-dire de dire qu'il faut qu'il y ait une autorité commune. Qu'est-ce qui s'est passé décennie après décennie? L'État s'est spécialisé dans beaucoup de ses fonctions, et donc on a eu en effet des logiques de silos qui se sont créées. Les ARS sont le fruit d'un mécanisme qui a commencé il y a une vingtaine d'années. On a dit on va mieux gérer nos dépenses de santé, on va créer un pilotage de celles-ci, c'était une bonne chose, et puis ça s'est progressivement autonomisé. Mais ce qui est vrai, c'est que la dimension territoriale, et avec elle le politique au sens noble du terme, c'est-à-dire la capacité à dialoguer avec des élus de la République qui sont porteurs de volonté d'une légitimité, dans beaucoup d'endroits de l'État, est insuffisante. Et donc on a les préfètes et préfets qui représentent l'État, le gouvernement, l'ensemble des politiques publiques, mais on a en effet des bastions qui se sont créés dont le lien n'est sans doute pas suffisant aujourd'hui et dont les procédures ont des impératifs. Quand une ARS mène une procédure au titre de la santé publique et qu'il y a des critères de santé publique qui doivent être respectés, je pense que là-dessus, il est clair qu'à la fin, personne ne voudra compromettre avec ce cap. Il y a beaucoup de choses de bon sens qui nécessitent sans doute plus de concertation et d'avoir un principe de responsabilité unique et coordonné de l'État. Donc moi, je suis favorable à votre proposition et à cette transformation de l'organisation de l'État sur le territoire. Je pense que, hormis la défense et la justice pour évidemment l'indépendance qui doit être celle de l'autorité judiciaire et la défense compte tenu des mécanismes de commandement qui lui sont propres, l'ensemble des services de l'État doivent être sous un commandement et un visage unique. Et je crois que ça, c'est un élément de simplicité, de clarté, et on doit réussir à trouver le même type de simplicité pour nos concitoyens. Et il faut une coordination. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des spécificités ensuite de métier,
mais elles doivent être coordonnées par celui ou celle qui a l'autorité. Et je veux ici, parce que parfois vous avez été un peu dur avec la vie administrative, mais avec des exemples qui en montraient la turpitude avec beaucoup de clarté, mais l'État tient parce qu'il y a des préfets, des sous-préfets, des fonctionnaires de l'État et de tous les services, y compris de ceux que vous pouvez critiquer, qui sont là sur le territoire. Quand il y a une catastrophe sanitaire, on est content d'avoir les fonctionnaires de l'hôpital et de l'ARS. Et ils font très bien leur boulot. Non, mais je peux vous le dire. Et ils font très bien leur boulot. Et donc, ce qu'on doit réussir, mais c'est vrai. Et donc, il ne faut pas qu'on ait toujours qu'un visage, en quelque sorte, ou qu'on ne regarde qu'une réalité. Donc, oui, à un commandement unique sur le territoire, pour plus de clarté et pour que les élus que vous êtes ayez en quelque sorte un interlocuteur qui puisse coordonner les demandes. Oui, ensuite, à plus de déconcentration de l'État. Et ça, c'est un point que je voulais faire sur la simplification et qui rejoint votre quatrième volet. Je crois très profondément qu'aujourd'hui, notre organisation collective, elle souffre de ce que j'ai décrit sur la décentralisation, mais elle souffre aussi du fait que nous avons progressivement, ces dernières décennies, gardé trop de décisions au niveau central et sans doute trop de présence administrative au niveau central et qu'on en a trop réduit sur le territoire. Je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que ça a été le fruit de décisions multiples et en quelque sorte parce que nos concitoyens nous ont amenés à nous interroger sur nous-mêmes. J'ai moi-même fait ce constat ces derniers mois. Il était très bon de faire des économies sur l'État. Mais quand je regarde les choses, on a fait beaucoup d'économies sur l'État local, très peu sur l'État central. Et donc, ça, ajouté à la concentration régionale, qui a été, je dirais, le fait administratif qui a accompagné la métropolisation économique. Plus les grandes régions, vous êtes moins touchés ici, mais ceux qui ont eu en plus des recompositions régionales ont eu ça à vivre, a réduit de la présence d'État sur les territoires et en fait a concentré la présence d'État dans les métropoles régionales ou au niveau central. Et c'est pour ça, l'un d'entre vous m'a fait l'amitié de citer le discours de Quimper. Je parlais en effet d'une présence, c'était vous, c'est le maire, d'une présence publique. En effet, j'incluais les élus et autres parce que je pense que c'est un partenariat. Mais c'est qu'on a retiré de la présence de fonctionnaires d'État sur le territoire et ce faisant de la perception de services rendus. Et ça, nous devons le repenser dans la période qui s'ouvre. Ça ne veut pas dire qu'il faut être aveugle sur les recompositions démographiques. Il y a parfois besoin de plus de services parce qu'il y a de la population qui arrive, des besoins, de la difficulté économique et sociale, et quand il y a de la déprise, il y a peut-être besoin de moins de services. Mais oui, je cherche Madame le maire qui m'a interpellé là-dessus, c'est vous. Le numérique doit être pensé différemment et l'État doit penser différemment ses économies. Comment je vois les choses ? Un, je pense qu'on doit réinjecter des fonctionnaires sur le terrain et réduire le nombre qu'on en a sur la norme. Je dis souvent, et je le dis avec l'attachement, l'affection que j'ai pour eux, moi j'ai été fonctionnaire de l'État, et ils sont nos principaux soldats, avec les élus de terrain que vous êtes. Et c'est ce couple qu'il faut faire fonctionner. Eh bien, on a besoin de moins de fonctionnaires de circulaire et de plus de fonctionnaires de guichet. Le fonctionnaire de circulaire, c'est celui qui fait des normes. Je le dis souvent, parfois, il trouve des solutions à des problèmes que personne ne se posait, parce qu'on est pris dans nos trucs, mais on est tous pareils, hein, on est chacun dans nos dynamiques. Et le fonctionnaire de guichet, qui bien souvent, d'ailleurs, dans l'administration, a été la fonction la moins enviée, la plus décriée, c'est ce dont on a besoin. Parce que c'est ce qui se rapproche le plus de ce que fait le maire ou le président de la République, d'être à portée d'engueulade. C'est-à-dire, il doit résoudre les problèmes des gens. Et il doit composer avec la complexité. Celui ou celle qui est au guichet, il ne peut pas dire deux ou trois fois à la même personne allez sur le site ou faites comme ça parce que la procédure dit ceci. Et il doit à un moment rentrer dans la logique de la personne et lui apporter une solution. Et il va voir un moment que la règle est absurde. Ce que vous avez décrit sur votre EHPAD, c'est absurde. Un fonctionnaire de terrain qui va être là tout le temps, qui va être dans une logique que j'appelle moi de guichet, de service, d'accompagnement, il va changer les choses. Beaucoup plus que celui que vous ne verrez jamais et qui va faire une règle pour tout le monde. Donc, on a besoin de changer cette logique, de remettre du monde. Ça s'accompagne d'une logique de transfert de responsabilité. Et je le dis,
nous avons collectivement, c'est un peu le corrélat de ce que je décrivais pour la décentralisation, on a créé, par nos procédures, par la pénalisation de notre vie civique, par nos comportements collectifs, au fond, dans la vie quotidienne, une désincitation à prendre des décisions difficiles sur le terrain. Et donc, moi, je suis favorable à remettre des fonctionnaires sur le terrain, mais à avoir une vraie logique de déconcentration, c'est-à-dire transférer des pouvoirs et des responsabilités. C'est-à-dire y compris la responsabilité de prendre une mauvaise décision sur le terrain et d'en porter toutes les conséquences. Et nous avons aujourd'hui créé une culture qui est encore trop souvent une culture de la responsabilité relative. Parce que l'État central est trop lourd, les circulaires sont trop lourdes, mais aussi on s'est collectivement habitué à ça. Bilan des courses, vous travaillez sur le terrain avec des interlocuteurs de qualité pendant 3 mois, 6 mois, puis maintenant je demande l'autorisation à Paris, ça dure 6 mois ou 1 an de plus, pour refaire le même travail. Mais c'est une culture managériale qu'il nous faut changer, une culture de la responsabilité. Mais j'y suis prêt, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais j'y suis prêt, c'est changement de règles, changement de personnes, changement de responsabilité. Ça veut dire aussi que celui ou celle qui a cette responsabilité a le pouvoir de dire non parfois. Ce n'est pas une culture qui consiste à dire oui tout le temps à tout le monde. Je pense qu'il y a derrière des vraies économies, des vraies simplifications, mais c'est un changement profond de notre organisation collective parce que nous l'avons perdu. Je pense que nous pouvons le faire. Pourquoi ? Parce que quand il y a des crises ou des urgences, nous savons le faire. Je dis souvent, quand il y a le pire qui arrive, une attaque terroriste, une catastrophe naturelle, les services de l'État, les élus, l'ensemble de ceux qui servent, savent de manière rapide prendre des décisions complexes en prenant leurs responsabilités. Et là, rien ne remonte, ou très peu, ou après, ce qui est très bien.